et à tous, bienvenue, bonne année pour ce 20e épisode de la 8e saison de Cold Facts. On va parler National League, mais avant de vous parler du sommaire, restez bien avec nous, suivez nos réseaux sociaux parce que nous allons vous donner un épisode bonus sur la sélection de l'équipe de Suisse pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, elle sort à 17h et si on voulait vous proposer cet épisode à ce moment-là, eh ben, on devait faire comme ça. Donc, il y aura un petit épisode bonus. On verra si on fait une demi-heure ou quelque chose de ce style. Et là, on se concentre sur la National League qui est de retour après la Coupe Spengler. On commence avec Lausanne qui joue dès ce soir contre Lugano avec un nouveau joueur, Ryan Spooner. On en parle, nos paris sportifs, et puis après on enchaîne avec Genève Servette qui n'a pas un nouveau joueur à proprement parler, à Jason Akeson, mais qui a reçu le passeport suisse et qui peut jouer. Genève qui va bien en ce moment. On est quand même toujours un peu à se demander, est-ce qu'ils sont vraiment des dominateurs? Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin? On va se poser ces questions-là. Fribourg-Gotteron qui doit composer avec l'absence de Marcus Sorensen. Est-ce que Gert Sennhausen va activer une nouvelle licence étrangère? Mais le marché n'est pas aussi simple que ça. Marcus Sorensen qui devrait manquer en tout cas jusqu'à la pause d'évoluer pour les Jeux Olympiques au début du mois de février. Après, on enchaîne avec Bienne et Ajoie, Bienne qui a annoncé 3 nouveaux joueurs, Eschbach Östlund et Dominique Zwerger. On va forcément en parler. Et puis Ajoie qui continue de tenir, on va dire, le rythme sur les matchs, mais qui fait pas beaucoup de points, qui devra quand même se préparer pour le play-out et qui va devoir composer pour la suite, et probablement pour 2 mois, sans Jerry Turkulainen. Salut Greg, bonne année. Fred, bonne année à toi aussi, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, on a repris le chemin des patinoires gentiment dès le 2 janvier déjà. Ouais, mais tu l'avais pas perdu toi, le chemin des patinoires. Ah ouais, le 1er janvier quand même, ça m'a manqué. Il y a eu un jour sans championnat et juste avant de commencer cet épisode, petite pensée pour Crans-Montana, puis vu que toutes les patinoires ont aussi respecté des belles minutes de silence un petit peu partout. Absolument. On voulait juste avoir une pensée pour toutes les personnes qui sont touchées par ce drame de Crans-Montana. Exactement. On va quand même essayer. Quelqu'un nous a dit, on espère que vous nous ferez un petit peu rire, vous allez nous soulager un peu en cette période qui était difficile. Alors, je garantis pas qu'on va faire des tas de blagues, mais par contre, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger, dans cette ambiance un peu plus lourde. Et on commence par le Lausanne Hockey Club qui joue ce mercredi soir contre Lugano, un match décalé qui nous arrange un petit peu moyen dans la construction d'épisodes de Cold Facts, mais ma foi, c'est comme ça. Lausanne qui a donc joué ses 2 premiers matchs de l'année avec une écrasante victoire sur Zug. On était là, gros statement. Et puis, forcément, contre Zurich. À Zurich, c'est plus difficile. Ils sont pas passés loin de ramener quelque chose, mais ce petit cochon de Malguin qui a sorti le 3-2 à 2 minutes à peu près de la fin. On le voit pas du match, puis il est là quand il faut marquer un but embêtant à la fin du match, c'est clair. Oui, tu dis statement pour Zug. Après 20 minutes contre Zug, on se dit quand même, ouais, c'est poussif. C'est pas poussif, c'est compliqué. Zug est bien présent. Lausanne tient bon. 0-0, ok. Zug pourrait mener, Lausanne pourrait mener, mais on est ok avec un 0-0. Puis derrière, il y a eu un 6-0 dans le deuxième set. C'était assez impressionnant de la part de Lausanne. Et Lausanne, finalement, on l'a vu assez souvent, c'est quand même une équipe à domicile, quand ça roule. J'ai pas envie de jouer à celui qui dit avec le public dans le dos, ils sont meilleurs. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il y a un endroit où quand ça pousse, ça pousse vraiment, vraiment fort. C'est à Lausanne. Et pas qu'à Lausanne, mais à Lausanne, ils en bénéficient régulièrement. Et là, ça s'est vu. Et Zug s'est fait rouler dessus pendant 20 minutes. Match terminé. Grosse performance de Lausanne ce soir-là. Après, le fait que Zug derrière perde à la maison contre Cloton et Ice ramasse 4-0 à Ambry, tu dis, ouais, alors 7-0 à domicile, c'est un peu mieux qu'Ambry qui met 4. Mais tu sais que... Non, mais je pense à notre épisode de début de saison où je vais pas dire que tu avais alerté ou que tu avais fait les warnings, mais tu dis, on verra quand même
dans un contexte avec beaucoup de joueurs tchèques, ou en tout cas tchèques et slovaques, comment Michael Liniger, un jeune coach, même si on pense que c'est un super coach, comment il va gérer cette... Alchimie. ce mélange de joueurs aussi. Ils sont pas épargnés par les blessures. Même eux, même avec un bon mouvement junior où tu peux quand même, on en a vu arriver d'un côté là, qui c'est ce Daron ou Daron, je sais pas. Oh, tiens, Dorian Moret. Donc ils ont quand même dû patcher un peu. Ils ont pas eu Raphaël Diaz pendant une bonne partie. L'autre fois on l'a vu, il était sur le banc. Tu te dis ah bah tiens, qu'est-ce qu'il fait là? C'est une autre forme de Daron d'ailleurs. Ouais. Raphaël Diaz dans ce vestiaire, je pense. Exactement, très bon. Et il était là comme coach presque assistant finalement. Et tu te dis que c'est pas dommage d'avoir un joueur comme ça dans ton entourage. Mais il n'empêche que c'est pas simple. Là que j'ai vu que Bengtsson jouait pas, je pense que c'était parce qu'il voulait aligner d'autres étrangers, si je dis pas de bêtises. Donc tout tourne pas rond à Zug en ce moment. Non, c'est sûr, ça doit pas diminuer la performance de Lausanne, mais en tout cas, sur ces 2 premiers matchs de l'année, on va dire, victoire logique à domicile, défaite finalement logique à Zurich, même si Zurich n'est pas extraordinaire en ce moment. Ils savent quand même, j'ai l'impression que les soirs où il faut se présenter, ils savent se présenter. Puis après, des fois, ils vont à Ajoie, on y reviendra un peu plus tard, ils mènent 4-0, puis après, ils arrêtent de jouer pendant un petit moment. Ajoie était certes meilleur, bref, c'est pas la question. Mais j'ai l'impression que quand c'est un match qui compte, Zurich, ils vont quand même toujours avoir un peu l'orgueil de se dire bon, c'est Lausanne qui vient, on veut aussi nous montrer qu'on n'a pas peur de cette équipe. Pour plus tard, ça peut toujours avoir un petit impact. Donc, une défaite lausannoise là-bas qui m'alerte absolument pas, je dois dire. Je pense qu'on peut parler du dernier arrivé, vu que Lausanne a confirmé l'information de Ryan Spooner qui débarque du côté du Lausanne HC. Il y a 3 petites connexions qui sont marrantes à faire. Il y en a une, je l'ai déjà fait dans mon article le jour où j'annonce, c'était samedi soir, sauf erreur. Il était entraîné, coach assistant Jeff Ward à Boston. Il y a 2 autres petites connexions qui sont marrantes. Dans ce Boston-là, il joue avec Austin Czarnik. Et il a également joué avec Drake Caggiula du côté d'Edmonton pendant une saison. Alors, je suis pas en train de dire que c'est juste c'est marrant de remarquer que tu te retrouves, que tu peux faire des petits coups de fil à gauche, à droite. On en parlera un peu plus tard avec Dominique Sverrière du côté de Bienne aussi, les petits coups de fil. J'imagine que Ryan Spooner, dans un marché comme actuellement, je dis bon, la Suisse m'appelle, je vais pas à Lugano. Je pense que personne ne veut de moi là-bas. Il faudra qu'on revienne là-dessus quand même. On y reviendra. Voilà, j'ai quelques offres sur la table, à gauche, à droite. Bon, Lausanne, équipe du haut de tableau, très bien, ça m'intéresse. Je peux jouer un titre, c'est toujours quelque chose qui est intéressant. Ouais, ou un titre, en tout cas, je peux jouer le haut de classement. Exactement. Et en plus, je connais le coach, très bien. C'est un compatriote, très bien. Je connais Czarnik, je connais Caggiula. Là, il commence à avoir plein de petites choses qui se mettent en place et tu fais les coups de fil à gauche, à droite. Puis tu dis, il y a pire quand même comme situation. Maintenant, moi, je me suis posé une question à son arrivée. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on dit tout le temps les étrangers en courte saison, on en attend tout le temps beaucoup. Et c'est quand la dernière fois... C'est drôle. C'est quand la dernière fois qu'il y en a eu un qui a eu un vrai impact sur une équipe? Et je dis, c'est pas par rapport à Ryan Spooner, c'est vraiment une question que je me suis vraiment posée. Je me suis posée ce matin avant quand on commençait. Je notais le truc. C'est drôle. Et je me disais... Si on se pose cette question, ce qui serait bien, c'est de pouvoir offrir une véritable réponse aux gens. Ce qui veut dire qu'on doit aller creuser un peu, puis faire année après année pour regarder les gars qui sont arrivés. Et j'avoue je pense qu'on n'a pas le temps de le faire maintenant. Donc on est obligé de puiser un peu dans notre mémoire. Et notre mémoire collective, à toi et à moi, elle a beau être quand même relativement bonne. J'ai pas souvenir comme ça. Peut-être que, typiquement... Cet épisode-là, les gens vont nous écrire, je sais pas à quelle heure ça passe, à peu près vers 5h15. Quelqu'un qui va nous envoyer un message sur Instagram pour nous dire alors vous vous souvenez de... Et puis on se dira ah mais oui, c'est très juste. Ou alors nous, entre-temps, on aura regardé et on aura eu une réponse. Mais difficile de trouver l'impact d'un joueur qui en plus a obtenu un contrat à la suite de ça. Est-ce que Brendan Lemieux, mais je crois pas, hein, est-ce qu'il est arrivé un peu en courte saison et finalement il a été re-signé? Il me semble qu'il arrive en courte saison, mais plutôt vers le mois d'octobre, hein, pas à ce moment-là, les rejets de KHL ou les gars qui sont éliminés. C'est plutôt, il faut qu'on se focalise là-dessus. Exactement. Mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant et ce serait tout à fait bien si on avait un contre-exemple qui arrivait assez rapidement avec justement un Ryan Spooner ou autre. Mais tu as 33 ans. J'ai de la peine à me dire que... c'est forcément quelqu'un qui a décidé de commencer sa saison ailleurs. Donc...
il était parti dans une idée, et puis l'occasion fait le larron, il se dit, ah ben tiens, comme tu expliquais, je peux peut-être aller faire quelque chose. Il va être professionnel, il va jouer, mais de là à avoir un immense impact en National League, je sais pas, peut-être qu'à l'époque de la Swiss League, on en a vu un arriver qui était un peu meilleur, mais même. Donc Ryan Spooner débarque des Shanghai Dragons, des Dragons de Shanghai qui jouent à Saint-Pétersbourg, tout à fait logique pour l'instant. Équipe donc Shanghai qui a été créée sur les cendres de Kunlun. Les Red Stars, le Red Star de Kunlun. Et il a joué une trentaine de matchs là-bas, une vingtaine de points, ou 20 points pour être exact, et 31 matchs. C'est un joueur qui est habitué à la KHL. Il avait joué ces 2 matchs à Lugano en 19-20 où ça a été un fiasco pas possible, pas par rapport aux joueurs. C'est juste une greffe qui n'a pas pris. Il est arrivé. Les gars de Hockey Manager, on en connaît. Quand tu gagnes chez 2 transferts parce qu'il l'avait pris, puis tout d'un coup le type il se tire. Putain, il a fait 2 matchs. Putain, là, en plus, on l'annonçait à l'époque. Je suis sûr qu'on avait fait un épisode de Colfax. Je me rappelle qu'on avait parlé de lui bien. Parce qu'on était là, on regardait les stats. On se disait, typiquement, il a le profil de. L'âge est pas mal. Joueur de NHL, un peu, pas borderline, mais qui est capable de marquer 20-25 points en NHL. Il a même une saison à 50 points. Et donc, saison à 50 points, 49 points en NHL, saison 15-16 à Boston. Et là, il arrive 3-4 ans après, il a 27 ans au moment où il arrive à Lugano. Tu dis, ça va être une super acquisition pour Lugano. Ça n'a pas fonctionné, il est parti en KHL. En KHL, il fonctionne bien. Maintenant, on a suffisamment de contre-exemples avec la KHL pour ne pas prendre pour argent comptant les points de KHL puis dire, lui, ça peut que fonctionner. Taylor Beck, anyone? Taylor Beck, Andy Andreoff. Ouais. Lui, on va pas le regretter non plus, mais lui aussi, en KHL, il marquait ses points. Et il commence à en avoir quelques-uns. Il y a d'autres exemples qui sont plus positifs, évidemment. Méfiance, mais il fait quand même une saison à 61 points avec l'Avangard Omsk. Une bonne équipe en 23-24. C'est une bonne équipe. C'est pas là, justement, là, il était à Shanghai, ça allait pas très bien. Avant, il était à Dynamo Minsk où il faisait presque 1 point par match, mais il faisait pas les playoffs. Donc, bonne statistique dans une mauvaise équipe. Ouais. Par contre, bonne stat dans une bonne équipe comme l'Avangard Omsk, où tu vas jouer des playoffs, plus d'une série, tu passes un tour de playoffs. Là, ça devient plus sérieux. Donc, moi, je me réjouis de le voir jouer parce que déjà, Antti Suomela est pas là. Il va pas revenir avant les Jeux Olympiques, j'imagine. Ce serait très étonnant. Il l'attendait pour fin janvier, début février. Donc, quand je parlais de ça avec Jeune Fou, je dis ouais, mais s'il est disponible pour le match du 1er, je pense qu'on va lui laisser un mois de pause en plus. Ou bien il dit c'est exactement ça. Il faudrait vraiment une convalescence express pour le faire jouer. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Lausanne est dans une bonne position. Si c'est pour donner le premier match au gars pour se remettre en jambes, il sert à rien en fait. Donc il y a plus de chances qu'il se fasse mal. Exactement. Kaoun devrait bientôt revenir. Blessure au poignet, ça prend du temps, mais par contre, l'avantage quand il y a une blessure au poignet, c'est que les jambes elles tournent, quoi. Il est déjà sur la glace, il patine, donc lui sera plus rapidement dans le rythme. Complètement. Donc voilà, l'arrivée de Ryan Spooner va être intéressante. Joueur qui peut aussi jouer centre et ailier, ça s'est pas perdu. Je me posais la question. C'est quand même un joueur offensivement créatif. C'est quand même un joueur qui a un solide gabarit, mais qui est un joueur créatif offensivement. Puis je me posais la question, et on pourra en parler un peu plus tard sur le remplaçant de Marcus Sørensen aussi du côté de Fribourg. Est-ce que tu profites de cette blessure et donc d'essayer de tourner en positif cette blessure? Trouver un autre profil. Trouver un autre profil, un joueur un peu différent, un joueur d'impact, un Derek Grant. Il n'est pas sur le marché actuellement, ce gars-là. On est d'accord, mais plutôt dans ce moule-là ou pas. Et visiblement, alors je me réjouis aussi de voir, parce que les 2 matchs de Ryan Spooner à Lugano m'ont pas marqué, je dois t'avouer, plus que tant. Le mois de septembre, ça sert. Voilà. Donc, on serait vu de voir s'il peut aussi amener cette dimension-là au jeu du Lausanne HC. Mais une chose est sûre pour moi, c'était le meilleur joueur sur le marché au moment où Jen Foust cherche un étranger. Pour moi, il n'y a pas mieux à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas mieux dans les 2-3 prochaines semaines. T'as épluché, je pense, les gars des clubs qui sont un peu sur le ballon. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas mieux. Ouais. Moi, je à l'instant T, quoi. Ouais, je me suis posé la question d'un autre joueur qui vient de par là-bas, c'est Kevin Labanque. Je me rappelle de lui aux Sharks. Exact. C'est un joueur que j'ai beaucoup envie de voir venir en Suisse parce que j'ai plein de jeux de mots à faire avec lui. Sauter la banque cantonale. Il y a tout à faire. Donc vraiment, s'il vous plaît, le GM, engagez-le. Parce que Spooner, c'est bien joli, mais on est obligé de faire des trucs avec le feu, tout le monde n'est pas bilingue, c'est compliqué. Par contre, Kevin Labanque, là, il y a quelque chose à faire.
Et au-delà de ça, c'est un joueur qui est... C'est un sacré joueur. Ouais. Il est à Shanghai, 28 matchs, 25 points, 10 buts, 15 passes décisives. Aux Sharks, il était à 33 points en 22-23. C'est un joueur établi en NHL. Il a une saison à 56 points en 18-19. Donc lui aussi, offensivement, il est hyper doué. C'est un peu comme Spooner. Hein. Tu vois, tu disais 56 points, l'autre 49. Tout à fait. À un moment, à l'âge, ça doit être à peu près la même chose. Donc, Tout à fait. Donc lui, je l'imaginerais bien venir en Suisse. Mais on me dit qu'il n'est pas prêt à quitter Shanghai pour l'instant. Donc j'ai activé justement pour savoir, parce que pour moi c'est un des profils les plus intéressants. Zurich pourrait être aussi intéressé. Hein. Ah ouais, alors, je pense que tout le monde pourrait, mais... Non, mais parce qu'on pense, tu disais Marcus Sorensen, on pense aussi à Fribourg, parce qu'ils sont sur le marché. Mais ouais, puis alors la banque à Fribourg, alors là on rigole. Hein. Mais malheureusement, je crois que Kevin Labanque, pour l'instant en tout cas, n'est pas prêt à venir en Suisse. Il a un contrat d'une année pour l'année prochaine. Je pense qu'il y a 2-3 GM qui ont déjà appelé son agent. Un autre petit détail intéressant qui a été... je sais plus où je l'ai lu malheureusement, je suis désolé pour... mais dans une interview, ah oui, c'est Gerd Sennheiser dans La Liberté qui dit qu'en plus c'est compliqué actuellement parce que les joueurs ont plusieurs agents. Et ça, c'est vrai que c'est une mode qui est en train de prendre, et ça concerne aussi Ryan Spooner, qui a activé plusieurs personnes pour le représenter sur le marché suisse. Il a un agent principal qui gère son contrat en KHL. Et pour être pour officier en Suisse, il faut être affilié au SECO, et en théorie. Il a activé plusieurs personnes. Donc je connais quelqu'un qui avait été activé par Ryan Spooner pour le placer en Suisse. Puis je lui dis, alors il va signer à Lausanne. Il me dit non, je crois pas. Quelques jours ou heures après, j'apprends qu'il dit, tu fous quoi, il a signé à Lausanne. Ah ben, c'est pas moi qui ai géré le deal, et il a fait avec quelqu'un d'autre. Donc il y a aussi ça qui est difficile pour les GM, et je pense qu'on se rend pas assez compte. C'est que c'est pas juste... ils attendent le fax, puis le fax sort avec la liste des joueurs d'un agent qui dit voilà, tous mes gars à disposition, choisis, fais ton marché, et puis tu le pèses sur la balance, et puis t'appuies sur le bouton, quoi. Malheureusement, c'est plus compliqué que ça, et c'est aussi pour ça, quand on nous explique que le marché est sec, il est sec, mais il est aussi assez compliqué. C'est intéressant de gratter là un peu en dessous pour comprendre comment certains mécanismes fonctionnent. Absolument. Et Lausanne qui joue donc contre Lugano qui s'est quand même vachement bien repris. Et on n'était pas forcément très serein. On les attendait fort au début de saison. On se disait que Mittel, ça pouvait donner quelque chose. On aimait bien, en tout cas, la tendance luganaise. Quand il y a eu Omar qui est venu, ça avait repris un petit peu. Finalement, quand Sandford est arrivé en courte saison, ça a aussi, alors là, clairement, bien relancé la machine. Et maintenant, Lugano semble mieux armé. C'est-à-dire que Turkov est vraiment bon. Fazzini est incroyable en ce moment. Canonica est monté et enfin arrive à donner ce qu'on attendait de ce jeune qui était un talent du hockey suisse à l'époque quand il était parti en Amérique du Nord. Et puis, on a appris que le staff avait été... Alors, j'avoue que c'est assez étonnant. Parce que Thomas Mittel et son staff étaient sous contrat jusqu'en 2027. Bon, a priori, on est en 2026, il y a encore un peu de marge. Non, on les prolonge jusqu'en 2028. Très bien, ok. Ça veut dire qu'on a une vision à Lugano, ce qui est pas dommage. Et Yannick Steinman, je pense, aime ce qu'il voit de Mittel et de savoir comment ça travaille là-bas, en tout cas. Et on parlait juste pour terminer sur Lausanne, Lausanne qui donc a 3 défaites en 4 matchs quand même, malgré cette belle victoire contre Zug. Autour de ça, c'est une défaite contre Berne à domicile, une défaite à Genève et une défaite à Zurich. Pas en train de dire que c'est le feu, hein. Non. Vraiment pas. Mais par contre, là, avec une semaine hyper intéressante, Lugano à domicile, déplacement à Davos vendredi soir, réception de Fribourg samedi. 3 matchs en 4 jours avec au milieu un petit périple dans les Grisons. Donc c'est une fin de semaine compliquée pour Lausanne, et c'est le bon moment pour justement remettre une pièce dans la machine. Parce que derrière, ça revient quand même assez fort. Genève commence à enchaîner les matchs. Fribourg est au contact avec Lausanne et il y a une confrontation directe. Lugano, confrontation directe. Davos, si tu veux avoir une chance peut-être encore d'espérer remonter, confrontation directe. Ouais. Là, c'est trois très gros adversaires pour Lausanne HC. Puis je me dis que d'ici samedi soir, on sera un petit peu plus sur eux. Tu avais fait un article aussi pendant cette pause de National League sur les blessés. Je pense qu'il y a quoi? Alors, blessé ou absent. Je suppose que j'ai vu que Ludwig Johnson est revenu pour Fribourg. Oui. Ils l'ont mis en 7e, si je dis pas de bêtises. Alors peut-être que Basile Sansonens sera aussi de retour, ce qui lui laisse un jour de plus, ce qui est peut-être pas mal, même s'il y a le décalage horaire qui sera un petit peu fatigué.
j'ai l'impression que Elner, c'est pas tout de suite. Swame Lakaoun, on en a parlé. Jäger, est-ce que peut-être c'était aussi un peu sur le ballon, c'est difficile. Jäger est pas trop loin d'un retour visiblement, mais moi celui qui est le plus inquiétant pour moi c'est Fabian Elner parce que ils le disent pas ouvertement. Mais c'est une commotion sans doute. Hein. Quand t'es day to day depuis plus d'un mois puis qu'on dit que t'as des jours où ça va mieux et des jours où ça va moins bien, j'ai pas un PhD en quoi que ce soit, mais à un moment je pense que tu relis les points et je comprends à part ça que c'est toujours une question. Moi j'ai déjà donné cet exemple, mais je sais qu'une année à Genève, ils ont annoncé un joueur day-to-day pendant 3 mois. Il avait une commotion, mais c'est le joueur qui voulait pas communiquer. Il m'a dit, moi, j'ai pas envie qu'on dise que j'ai une commotion. Si une personne va au ski et a une commotion et est absente pour maladie, on dit pas. Alors j'ai pas envie que ça se sache. Et on respecte complètement ça. Par contre, il y en a d'autres qui disent, non, allez-y, communiquez, dites que j'ai une commotion. De toute façon, les gens vont se rendre compte que si je suis toujours pas là au bout de 2 mois, si vous dites day-to-day, c'est ridicule. Et donc ça, c'est vraiment propre à la personne. Et moi, si je comprends tout à fait. Là, je sais pas, je connais pas la situation de Fabian Elner, mais c'est une évidence que voilà, il s'est blessé upper body et day to day depuis 1 mois, donc on a relié les points. C'est un peu inquiétant parce que ça dure quand même un petit peu. Maintenant, John Foust me disait ça allait un petit peu mieux, donc la tendance est quand même vers le positif, mais là tu peux pas spéculer. Je pense que ça ne se fait pas de spéculer sur la santé d'un joueur, mais c'est celui qui m'inquiète un peu plus dans les autres choses, quand c'est une blessure au poignet, quand tu arrives à évaluer mécanique, on va dire. Exactement, tu arrives à évaluer une date de retour pour Renner, c'est un peu plus compliqué. Et on aura aussi Douai qui a purgé ses 2 matchs de suspension, qui reviendra. Ça fait toujours, on va dire, des hommes en plus qui te permettent de pas utiliser tes jeunes, même s'il y a la belle histoire de Kylian Barry qui marque son premier but lors du match contre Zug. Il y a Thibaut Martin aussi qui joue. Je pense que Jeff Ward aimerait quand même bien pouvoir éviter de trop jouer avec ses juniors, même si ils font le job. Ouais, absolument. La belle histoire de Kylian Barry, effectivement, il marque ce 7-0. Il est heureux de marquer ce but. Il va sauter contre le plexiglas à côté du but de Giannoni. Puis à la fin du match, je lui dis, mais tu vas chambrer les Zougois, c'est dans leur coin, tu veux fêter avec eux, c'est quoi cette histoire? Il fait, non, il y a ma maman juste au-dessus. Donc je savais qu'elle était là, alors je suis allé là-bas pour fêter. Puis c'est la jolie histoire, et puis c'est super. Il a été rappelé par les fans, nommé homme du match. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ouais. Alors que quand même, il y avait d'autres hommes qui ont peut-être été plus... mais je pense que c'est un poil plus de valeur pour Kylian Barry que pour Austin Czernik ou Théo Rochette ce soir-là. Et je suis sûr que tous les joueurs qui auraient mérité, on va dire, sur leur impact sur le jeu, et en plus il y a eu 7-0. Oui. Moi, t'aurais pu mettre le gardien aussi qui a fait un bon match, c'était Kevin Pache. Mais c'est la belle histoire et moi j'ai trouvé ça super, et ça fait plaisir aussi de voir des jeunes qui arrivent, qui à la fin à l'interview il était hyper content de parler, et je trouve ça vraiment chouette. Donc j'étais satisfait de voir le rayon de soleil entre guillemets de ce 2 janvier. C'était tout à fait plaisant. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Paris sportifs qui sont de retour en 2026. La dernière livrée était pas top, hein. On va pas se le cacher. On a d'ailleurs forcément 2-3 personnes qui, comme chaque fois, si on fait juste, on a de temps en temps un petit bien joué les gars, mais quand on rate, on a des gens qui disent comme ça on pariera l'inverse. Là en l'occurrence, vous auriez eu raison. La même chose si j'écoutais ce podcast. Oui, parce que toi je peux pas blâmer ces gens. Mais parce que toi t'es un vilain, c'est normal. Ça. Donc on avait mis, mais c'est tellement loin. Bref, on a mis Ajoie -1 de mon côté, Lausanne -1 à Ajoie. Finalement, Lausanne s'est imposé en prolongation. Et toi, tu avais tenté une cote qui était à 3,25 à l'époque de Bienne à Zug, et Zug s'était imposé 4-0. On va passer au match de vendredi. Ouais. Sur la Loro actuellement, et comme ces journées sont un petit peu éparpillées, on va dire, entre mercredi, jeudi, vendredi, moi j'ai 3 matchs à disposition. C'est Ajoie-Bienne, Berne-en-Brie et Davos-Lausanne. C'est vraiment... Oui, parce qu'il y a 3 matchs jeudi, en fait, c'est ça. Exactement. Qui vient, et nous, on va se concentrer sur ceux du vendredi. Ouais. On aurait presque pu faire samedi, mais bref. C'est pas évident. Est-ce que Berne... en fait, on a Berne-en-Brie avec 2 clubs qui ont gagné leur dernier match. Oui. Ajoie-Bienne... Ajoie est à 3,30, Bienne est à 1,65 et le match nul est à 4-1. Honnêtement, comme ça, vu la cote, je suis plutôt tenté par dire Ajoie, parce que 1,65 pour une victoire de Bienne, je trouve que c'est
pas très intéressant, surtout que Bienne est à l'extérieur est franchement pas incroyable. Et on parlera de Bienne un petit peu plus tard, mais ce serait tellement biennois de battre Davos à domicile puis d'aller perdre des points à Ajoie. Donc je me méfie aussi comme toi. Berne-en-Brie, c'est difficile. Et ce Davos-Lausanne, moi, il m'intéresse parce que Davos, il y a quand même un moment là, ils ont perdu à Bienne d'ailleurs. Ils ont mis une rouste à Ambry, mais il y a un moment, il y aura quand même ce petit contre-coup. Et Lausanne, le premier déplacement de l'année, est allé perdre 4-1 à Davos, pré-match de la saison. Oui. Là, Lausanne est à 2,70. Et je trouve que c'est une très belle cote. Ça, c'est un truc qui peut m'intéresser. Lausanne commence un tout petit peu à encaisser un peu plus de buts qu'auparavant. Et quand on sait comment Davos peut aussi en planter quelques-uns, et défensivement, s'ils ont un peu les jambes lourdes, un plus de 6 buts et demi à 2-10, ça veut dire un 4-3, un 5-2, un 3-4, un 0-8, vu qu'il y a des scores bizarres des fois, pourrait fonctionner. Plus de 5 buts et demi à 1,55, du coup les bookmakers ont fait un peu la même analyse que moi, qu'entre Davos et Lausanne, ça peut marquer des buts. Sinon, est-ce que Berne est gentiment en train de tourner? Et puis Ambry, oui, il y a eu cette victoire contre Zug. Avant, on est aussi un petit peu sur notre fin avec eux. Berne à 1,70, Ambry à 3,30, le match nul à 3,95. C'est l'une des pistes que je pourrais imaginer. Imaginez 3 matchs nuls, tu sais. La cote des matchs nuls. Ouais. Je reviens, comme d'habitude, vu qu'on a un peu moins de matchs, avec mes paris long terme. Les bookmakers sont en train de s'ajuster gentiment sur Lugano. C'est la dernière fois que j'en avais parlé, je crois que c'était encore à 29. C'était haut, très très haut. C'était à quelque chose comme ça. Maintenant, Lugano est à 15 contre 1, donc ça a diminué de moitié. Ça devient une cote qu'on va qualifier de un peu plus logique que ce qu'il y avait il y a même un mois. Les favoris, c'est toujours les Davosiens. Ce sont toujours les Davosiens avec 3,95 de cote pour gagner le titre national. Lausanne est à 5,45 droit derrière. Et après, il y a Zurich à 5,50. Et ensuite, tu vas chercher Zug à 7,90. Moi, si Zug, sur le papier, faisait pas n'importe quoi en ce moment, c'est une cote qui m'intéresse. Je vois Zug quand même solide dans une année durant laquelle il n'y a peut-être pas un favori clair qui se dégage. Tu me diras Davos, mais je suis toujours pas prêt à parier Davos. Mais pareil. Et derrière, il y a des autres romans. Fribourg à 8,40 et Servette à 9,90. Fribourg est deuxième au classement actuellement, 5e cote. Est-ce que 8,40, tu paries aussi contre l'histoire, tu paries contre un club qui n'a jamais gagné à 8,40. Est-ce que c'est l'année? Avec Sørensen qui est blessé, j'irai pas là-dedans. Servette, j'en demande plus pour recommencer à croire en eux, mais ça, on parle un petit peu plus tard. Voilà l'état des lieux. Berne est à 21 contre 1, puis derrière, ça vaut pas trop la peine d'en parler. Je vois mal Cloton ou Ajoie être champion. Ajoie à 500 contre 1. Là, je me permets de dire que si on met 1 franc, on perd 1 franc. C'est ça, la cote, elle est comme ça. Ça, je prends pas trop de risques. Mais c'est drôle, 500 et juste devant, c'est Cloton à 41 contre 1. Ouais, l'écart est gigantesque. Bref, nos paris sportifs sont à retrouver sur nos réseaux sociaux vendredi matin. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Tu en as parlé en mentionnant Marcus Sørensen. Juste avant, maintenant, on parle de Fribourg qui a réussi à s'imposer. C'était pas aussi facile que ça contre Langnau. Du coup, Fribourg est deuxième du classement avec un match de plus que Lausanne et un point d'avance. Mais il n'empêche que c'est quand même une victoire pour Fribourg. Et même si notre confrère Klaus Zaug est déjà en train un peu de chercher la petite bête du côté de Rönnberg dans ses articles. Ah, j'ai pas lu. T'as pas lu? Ouais. Il dit que là, il faut un petit peu voir comment ça va se passer. Et puis qu'avec Rönnberg, je pense qu'il y a eu effectivement, on l'avait dit, il y a la Spengler que Fribourg cette année n'a pas gagné. Ça s'est pas joué à grand chose. On est en demi-finale. Ça, tu y étais, des défaites contre Davos. Et puis, c'est surtout c'est Sørensen qui embête du côté de Fribourg. Il y a eu ce match où Björkström et Sørensen sont sortis, blessés. Voilà, ça fait beaucoup à Unpacked, on va dire. Recommençons sur le Fribourg-Langnau. Fribourg doit gagner en 60 minutes ce match. Clairement.
il y a eu ce premier but de Langnau, mais Langnau est venu jouer un match à la Langnau à l'extérieur. À la maison, c'est déjà ça, mais à l'extérieur, c'est encore pire. Ils vont marquer, s'ils marquent le premier but, derrière, ça défend vraiment bien. Et moi, j'ai jamais critiqué une équipe qui défend bien et qui en fait son identité de jeu, parce qu'à un moment, tu dois gagner avec tes forces. Et Langnau, l'une de ses forces, c'est d'être bon défensivement, solide, d'avoir un système défensif en place. Et jamais on critiquera ça, en tout cas pas moi. Les expected goals, c'est quand même 3 à 1,6, donc il y a 2 fois plus d'expected goals pour Fribourg. Rien que sur le dernier tiers, Fribourg a quasi autant d'expected goals que Langnau sur tout le match. Ouais, d'ailleurs, on voit la courbe qui monte comme ça. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il y en a un qui fait l'ascension de l'Everest, puis l'autre qui fait l'ascension de la Dole. Quoi. Ouais, c'est une étape de plaine. Ouais. Après, tu pars dans les Alpes. Et donc voilà, Fribourg a quand même finalement trouvé un moyen de gagner. On parlait de la belle histoire de Kélian Barry, il y en a une autre de belle histoire. On dirait que ça, c'est des matchs qui devraient se passer le 23 décembre. C'est les téléfilms de Noël, ça plutôt. Yannick Boppard, j'imagine, puisque c'est un Suisse-allemand de Berthoud ou de Burgdorf, selon d'où on écoute cet épisode. Burgdorf, bernois d'origine, qui joue avec les U21, qui joue son premier match en National League à cette occasion, parce qu'il y a beaucoup d'absents. On en a parlé, on va encore un petit peu en parler. C'est lui qui marque le premier but, qui marque l'égalisation. Je disais un peu le Boppard des surfaces. Sur un rebond, il est là, à l'expérience, il va reprendre le but. Puis là, tu dis déjà, c'est l'histoire incroyable. Il marque son premier but, ça relance l'équipe. Derrière, il y a Sprunger qui marque qui casse le théorème en mettant son 408e but pour 407 passes décisives. On va pas le lâcher jusqu'à la fin, ça. Et s'il n'est pas à l'égalité, il repart pour une année. Il se débrouille. 408, 407, tu dis, le plus jeune, le plus vieux qui marque. La belle histoire. Il y a eu l'égalisation, coach challenge. Les arbitres hésitent longtemps, visiblement discutent entre eux, ça a l'air compliqué. Finalement, valide le but, donc coach challenge. Et donc, 2 minutes de pénalité sur lesquelles Langnau marque le 3-2. Tu dis, c'est le scénario Qatar. Derrière, Biasca marque les tirs au but. Faut quand même être un sacré ravagé pour envoyer le jeune qui joue son premier match, premier tireur de penalty, Yannick Boppard. C'est Benoît Yecker, je crois, au micro de MySports, ils ont posé un peu cette question-là. Alors, pas de la manière, pas avec le terme ravagé, hein, mais en disant, c'est quand même étonnant. Puis, Yecker était là, au pire, tu l'envoies direct, plutôt que de lui mettre la pression sur le dernier penalty qui peut tourner le truc. Alors, ça, c'est la question, est-ce que tu l'envoies premier ou cinquième ? La question, c'est, est-ce que tu l'envoies ou pas ? Ouais. Et je trouve assez drôle, j'ai lu Roger Runberg qui disait à la fin du match, c'est pas ma décision, c'est pas mon choix, c'est Lars qui a dit qu'il fallait lui faire confiance, Lars Leuenberger, son assistant, et il a dit j'ai validé ce choix et on l'a envoyé. Du coup il range le puck dans le haut du filet en dessus de l'épaule de Boltzhauser, et c'est le seul qui a marqué durant cette séance de tir au but. Donc non seulement il marque le but, et en plus il est le seul buteur de la séance de tir au but sur les 10 derrière Berra, fermé à double tour. C'est la jolie histoire. Faut pas commencer à se dire que Yannick Boppard c'est le nouveau Connor McDavid, ou faut pas exagérer, mais c'est une très belle histoire. Ça me fait penser, c'était du côté de Genève, je pense, où Noah Rod avait été envoyé tirer des pénaltys très 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 jeune. Mais en play-off, non même. Oui, exactement. J'ai ça en tête aussi. Et voilà, donc c'est une jolie histoire. Fribourg a quand même gagné ses 2 points, mais comme tu l'as dit avant, donc il y a eu la défaite à Lugano, ça à la limite. Rien à dire, Lugano est la bonne équipe du moment. Fribourg fait pas un mauvais match, mais perd et Sørensen et Borgström. Borgström, c'est pas trop grave. Visiblement, il s'est pris une canne. Pas visiblement, il s'est pris une canne au visage. L'œil a pas été touché, mais autour, c'est hyper gonfle, donc il peut pas jouer tant qu'il voit pas d'un œil, évidemment. Pour l'instant, il y a eu une photo sur les réseaux sociaux du club où on le voit s'entraîner avec la grille. Tu dis, il va jouer. Puis visiblement, ça a dû peut-être pas suffisamment désenfler. Mais lui, c'est une question de jour. Ouais. Sørensen, c'est une question de semaine, voire plus. Il est absent minimum jusqu'à la pause de l'équipe nationale. Et c'est ce au minimum qui m'inquiète, parce que c'est au minimum jusqu'à la pause. Et la pause dure 3 semaines. Ouais, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que ta fourchette, là, ça devient une fourche pour le minimum. Voilà. Donc, Fribourg-Gotteron est sur le marché pour chercher un remplaçant. Déjà, tu ne peux pas remplacer Marcus Sørensen. Déjà sur le marché, qui est compliqué. Mais en plus, remplacer ton meilleur joueur offensif, bon courage. Donc, à voir ce qui va se passer. Mais c'est la grosse tuile. Fribourg, qu'est-ce qu'on a encore d'autre ? Ah oui, il y a la signature, à part ça, en fait, c'est on va dire la confirmation de la signature de Jamiro Reber
du côté de Fribourg. Jeune joueur, 19 ans, il était avec l'équipe de Suisse des M20. On en attend beaucoup. On se dit que potentiellement, est-ce qu'il peut être drafté parce que à son âge, il joue déjà en SHL et plutôt bien. C'est un peu pas le nouveau gros joueur qu'on attend, mais c'est un des très talentueux. Bien évidemment que Jonan Neuenschwander, qui est plus jeune, est potentiellement plus attendu. Il a aussi un gabarit, exactement, qui est plus conforme à ce que la NHL peut attendre. Jamiro Robert, c'est un joueur qui est un tout petit peu plus petit, trapu, mais on en attend beaucoup du côté de... En tout cas, nous, on en attend beaucoup. Teibel, Reber, plus les jeunes à Fribourg. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Il y a beaucoup de qualité. On a l'exemple dont on se souvient, c'était Lugano qui avait un peu pris tous ces jeunes, Canonica, Furboon, il y avait encore Zanetti et compagnie. C'est pas dit que tout marche, mais tu mets en tout cas toutes les chances de ton côté et tu as Roger Rönnberg aussi. Ça, c'est ça qui change. C'est que Roger Rönnberg qui valide Jamiro Rebers très, très certainement en disant bah oui, je le connais du championnat de Suède. Bien sûr que j'ai envie de travailler. Quand on voit qu'il lance des Bopart, quand on voit qu'il a... Mais il y a Jan Dort aussi qui était une jolie histoire en play-off la saison passée. Il y a Kevin Etter, il y a Kevin Nicolet. Enfin, il y a beaucoup de jeunes joueurs et il y a... Même si Sprunger va arrêter, même si d'autres vont peut-être perdre en influence, ça va être difficile de placer tout le monde. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et dans le même temps, on a suffisamment dit que l'aspect, il faut faire revenir tous les Fribourgeois à Fribourg. À un moment, il faut aussi faire venir des bons joueurs de hockey sur glace. Et Teibel en est un, Jamiro Reber en est un. Et je comprends ces choix-là. Et finalement, c'est aussi comme ça que ton équipe va finalement progresser. Bien sûr, dans le meilleur des deux mondes, c'est d'avoir et des Fribourgeois qui sont dominants dans ton équipe et tu les fais revenir. On pense à Andrea Glauser. Il y en a assez. Il y en a assez. Je pense qu'ils les ont quasi tous pris, d'ailleurs. Ouais. Et c'est le monopole, ouais. Par contre, Jamiro Reber, c'est un super talent. Il a signé 2 ans, c'est intéressant. Il reste 2 ans de contrat à Roger Rönnberg, donc il a clairement lié son avenir à celui de Rönnberg parce qu'à aucun moment l'aspect NHL entre en compte parce qu'il peut partir chaque année, quoi qu'il arrive, qu'il se fasse drafter ou non. Donc ça, c'est pas important. Mais oui, belle signature. On peut juste aussi mentionner, vu qu'on a parlé des étrangers, Calvo qui a été prolongé jusqu'à la fin du mois de février. Il remplit un maillot, bravo à lui. Mais pour l'instant, tu m'as toujours pas convaincu, pas du tout. Il a 8 matchs, 1 but. Il travaille, franchement ça il faut lui laisser, il travaille, il va devant le but. C'est un joueur qui a pas peur malgré son gabarit parce qu'il est pas si grand, hein. Il mesure 1m75, il est vers les 80 kilos. C'est pas un Golgoth, mais il va travailler, il va gratter. Donc, c'est un joueur qui est précieux. Je peux imaginer qu'ils aiment bien ça du côté de Fribourg en disant c'est peut-être un playoff qu'on aimerait bien avoir en playoff avec nous. C'est un joueur qui a quand même une solide expérience. Maintenant, c'est typiquement, je dirais, le joueur, si tu en as 7 au début d'année, tu le prends puis tu dis toi t'es 7, puis tu vas quand même, t'inquiète pas, tu vas jouer tes matchs. D'ailleurs, petite stat marrante, je me suis amusé à compiler tous les matchs de Fribourg-Gotteron depuis le début de la saison. Il a fallu attendre la 17e journée pour avoir les 6 joueurs étrangers en santé sur la glace. Ça a duré 2 matchs, 17-18. Ensuite, il y a Sørensen qui s'est blessé, 3 matchs out. Après, il y a 4 matchs où ils sont 6 au début de saison, au début du match. C'est le match où Valmark sort blessé à Ajoie. Du coup, jusqu'au match à Lugano, où là, de nouveau, ils sont 6. Et donc, il y a même Calro en tribune. Et là, il y a Sørensen et Borgström qui sortent blessés. Donc, il y a un enchaînement qui est quand même assez phénoménal. Donc, il y a eu 5 matchs sur 7 où les 6 ont commencé et terminé le match en santé. C'est tout, sur les 38 maintenant matchs de Fribourg-Gotteron. Mais ce qui, en fait, justifie et un peu pas notre acharnement, hein, mais de dire, on est sûr qu'on commence à 6. On sait qu'il y en a un qui va péter, voire 2. Lausanne, quand tu as Suomela qui pète, t'as Kaoun qui pète, tout d'un coup, tu peux pas jouer parce que t'es pas sur le marché, donc tu te retrouves à devoir faire avec ce que tu as. Et des fois, tu tournes à 4. Pour certains clubs, il y avait 4 étrangers. Donc, tu te dis, 7, c'est le minimum, presque, finalement, pour être tranquille. Et encore, il faut être à 8. J'ai un message audio de Gerd Selezern qui me dit Jean-Fred, va à la page 302 du télétexte, s'il te plaît. Bien sûr.
Et malheureusement, je suis totalement de ton avis et je l'ai assez dit. Et en même temps, les résultats sont là. Fribourg est 2e actuellement et il n'y a pas d'urgence de points, il n'y a pas d'urgence. Donc, ils ont pu faire progresser leurs joueurs tout en ayant en moyenne 5 étrangers sur la glace en santé toute la saison et une place vacante pour un étranger. Mais les résultats sont là. Donc, pour l'instant, je trouve que Gertenen a raison et on a tort dans le sens où les résultats sont bons. Par contre, maintenant, ça va dépendre de qui tu arrives à faire venir. Et peut-être que le marché, j'ai lu dans la Liberté que la Finlande était visiblement il y avait des joueurs intéressants. C'est un championnat qui a plus d'équipes, donc il y a plus d'équipes qui sont un peu dans une sorte d'entre-deux où il n'y a plus rien à jouer, plus rien à gagner, ni à perdre. Et c'est possible que ça vienne de là-bas, mais la KHL, il ne faut jamais la sous-estimer parce qu'il n'y a pas de relégation. Et donc, les équipes à la cave vont aussi gentiment lâcher 2 ou 3 joueurs. Et il y en a 2-3 qui sont solides. Donc, il y a du monde sur le marché. Si Gertenen ne se plante pas là et arrive à trouver un bon étranger supplémentaire, surtout que maintenant, ils en ont 7. Mais malgré ça, ils sont pas 7 sur la glace. Le truc, c'est que moi, je pense un poil plus loin et je pense sur la... il y a eu la Spengler. Quel va être l'impact finalement? Alors, il y a la pause de 3 semaines. C'est vrai que c'est à pas négliger ce moment où tout le monde va pouvoir recharger ses batteries. Quand même. Oui. À part évidemment les joueurs qui sont pas là, mais comme il y a la NHL, les Sørensen, les Walmark et tout, pas de problème. Donc, je peux imaginer que finalement cette pause-là change un tout petit peu la donne. Absolument. Et d'ailleurs, je me demande si les engagements des étrangers sont d'habitude, c'était quoi, le 15 février ou... Puis là, on tombe en plein pendant les Jeux. Alors, tu sais que j'ai pas la réponse à ta question et je vais faire en sorte de la chercher. Ouais, mais très bon point. Tout d'un coup, je me dis, est-ce qu'ils ont changé ça puis qu'ils mettent au 31 janvier en disant ça sert à rien ou pas? Mais par la force des choses, il y aura pas de championnat européen en fait à ce moment-là. Donc, ils pourront tous régler leurs affaires avant. Mais voilà. Fribourg-Gotteron qui joue 3 de ses 4 prochains matchs à domicile, c'est quand même pas mal. Hein. Pas désagréable. Et qui joue 5 de ses 9 à domicile. Donc, c'est plus de matchs à la maison, un déplacement à Lausanne, à Zurich et à Genève. Donc, les déplacements sont pas simples. 5 sur 8, pardon. Et ça commence jeudi contre Zug à domicile. Vu le Zug demain, non? Ouais, le Zug du moment, mais tu sais jamais trop comment ça peut fonctionner. Mais c'est Zug à la maison, c'est à Lausanne. Et après, c'est une semaine complète de pause. Donc, à Lausanne, qui reviendra de Davos. Exactement. Donc, les circonstances sont pas deg pour Fribourg là. Non, surtout qu'avec les 2 points engrangés contre Langnau, ça fait et la défaite de Rapperswil à Genève, on y viendra tout soudain. C'est-à-dire que Fribourg a 11 points sur la barre. Et un match en plus que Rapperswil, mais comme on dit un petit peu à chaque fois, j'ai l'impression 11 points sur la barre c'est une chose, mais il ne faut pas juste se dire si Rapperswil prend 11 points à Fribourg, c'est-à-dire qu'il faut Rapperswil en prenne 11 à Fribourg, Zurich en prenne 8, Lugano en prenne 7, ça veut dire que tout le monde doit grappiller des points, alors que ces équipes elles vont se jouer, elles vont pas toutes faire le plein, il ne faut pas rajouter 40 points à tout le monde, c'est impossible. Donc là, je regardais l'autre jour les projections d'Analyze Data sur les chances d'aller en play-off et Fribourg d'être dans le top 6 pardon. Et Fribourg était à l'époque, mais je vais te le retrouver assez rapidement, était 100% de chance de faire d'être dans le top 6. Actuellement c'est à 98,7 voilà. Et Fribourg est 14,6% de chance d'être premier. Ça, je pense que ça va être compliqué. Davos à 73%. Donc voilà. Après, c'est 31 et 25, deuxième et troisième. Donc ça fait plus d'une chance sur 2 d'être deuxième ou troisième. Après, tu pourrais ajouter à la 4e place pour avoir la chance de commencer les playoffs à domicile. Ça fait 56, ça fait 84% de chance de commencer les playoffs. D'être top 4, quoi. D'être top 4. Ouais. C'est ça les... Lausanne, par exemple, pour dire, et Genève. Lausanne est un tout petit peu plus bas, ils sont à 94% de chance. Je sais pas si c'est les statistiques du jour ou c'est avant le match. Ouais, ils sont à 94% de chance, et ça prend aussi en compte la forme du moment, ça prend aussi en compte la difficulté du calendrier. Et celui de Lausanne est assez démentiel jusqu'à la fin de la saison. Ça prend en compte les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur. Lausanne est à 93,8% de chance d'être top 6, Genève est à 90,1%. En gros, le top 6, c'est quasi sûr que ce soit Davos, Fribourg, Lugano, Lausanne, Genève et Zurich et Zug est mal selon Analyze Data. Je pense que Analyze Data n'aime pas du tout. C'est pas une question personnelle, mais c'était assez haut, il me semble, sur eux. Le modèle analytique de Analyze Data n'aime pas du tout Zug en ce moment. Voilà pour un petit tour chez nos amis Cédric et Thibaut.
On passe à Genève Servette. Ce qui est bien avec Genève Servette, c'est que maintenant on va commencer à se dire ah mais peut-être qu'il y a la lumière au bout du tunnel, puis c'est pour mieux se ramasser droit derrière, comme quand on se dit ah non mais là c'est bon, c'est le tunnel, ils vont jamais en sortir, derrière ils en gagnent 4 de suite. Je dis depuis le début de la saison que je sais pas quoi penser de cette équipe. C'est toujours pas. En fait il faut juste accepter, je crois. Il faut juste accepter qu'on comprend pas Genève Servette. Là en tout cas ça fait 4 victoires consécutives. J'allais dire depuis l'arrêt de Colfax presque. Mais oui. Avec cette victoire 3-1 contre Rapperswil. Pas facile, mais un bon match de Genève Servette pendant 40 minutes. Surtout le deuxième tiers, Genève a vraiment été fort. Des lattes, des chances en veux-tu, en voilà, mais un Niffler très bon. Les lattes étaient très bonnes aussi du côté du gardien de Rapperswil. Et au final, Rapperswil mène 1-0. Genève tourne le match assez rapidement pour gagner 3-1 dans la cage vide. Genève reste invaincu depuis le début de l'année. Victoire contre Zurich à la maison, victoire à Berne 3-0. Victoire à la maison contre Rapperswil, donc c'est 3 matchs neufs depuis le 1er janvier. C'est solide, en tout cas en termes de résultats, et ça c'est à l'inverse de ce qu'on imaginait il y a même 4 matchs finalement, parce qu'il y a eu ce match contre Lausanne. Tu dis ok, là c'est à l'orgueil, qu'est-ce que ça donne derrière? Là c'est 3 de suite. J'ai pas mal parlé avec Ville Peltonen à la fin du match, donc l'entraîneur, qui me dit là je trouve qu'on est en train d'avoir une constance après laquelle on court depuis si longtemps. Et je lui ai demandé quelle était la différence. Il me dit on met des choses en place. C'est pas un truc, c'est pas un joueur, c'est pas un système, c'est un tout. Donc il a l'air. Il était assez satisfait de la victoire contre Rapperswil, justement, même dans le fond du jeu. J'avais commencé, mais tu sais comment ça fonctionne, hein, mais tu commences toujours un petit peu ton texte en cours de match, et même après 2 tiers, j'avais déjà mis 2-3 choses en place. Puis je disais, j'écrivais que Genève, dans le fond du jeu, était bon. C'était un bon match contre Rapperswil. Malgré le fait qu'il y ait 0-0 après 2 tiers, défensivement, ils ont donné 2-3 breakaways à Rapperswil. Ça, tu dois pouvoir les gommer, c'est clair. Mais globalement, ils ont été solides. Donc, victoire méritée au final. Et Genève qui est sur un bon trend actuellement. Il leur fallait une petite série pour se sortir justement un petit peu de la gonfle dans laquelle ils étaient, d'être à la lutte pour ces places 5, 6, 7, 8. Et là, actuellement, Genève est montée à la 4e place. Surtout, cette victoire contre Rapperswil, on parle des matchs à 6 points. Il y avait 4 points d'avance pour Genève sur Rapperswil avant le match d'hier. Ça fait 7 maintenant. Et si tu le perds à la maison, ils reviennent à 1 point. Donc là, c'est vraiment le vrai match à 6 points. 7 points d'avance sur la 7e place pour Genève aujourd'hui. Ça commence à sentir le top 6. Moi, il y a juste 2 trucs que j'ai notés pour parler de Genève en ce moment. C'est Brassard qui est out. On a eu le dernier épisode, on en parlait de cette arrivée, on parlait de son pédigré, etc. Ça n'a pas duré bien longtemps, le fait qu'il ait été rushé et puis qu'il s'est blessé. Et puis qu'il est out maintenant pendant un petit bout. Et puis, enfin, j'ai envie de dire, Akesson mais déjà, Suisse. Il existe. Moi, déjà, à Davos, j'ai demandé à Jason Akesson à l'interview à la fin de l'entraînement d'Helsinki, parce qu'il a été prêté à à Helsinki pour la Coupe Spengler. Je me suis dit, j'espère qu'il y a quelqu'un qui débarque. Mais j'avais... Alors ça, c'est truc de type qui n'a pas confiance dans ses capacités à reconnaître les gens, parce que je suis nul à ça. J'avais regardé avant quand même sur Google sa tête. J'avais une vague idée, hein. J'avais vu des photos de lui, mais je l'avais jamais encore reparlé. Et quand il est arrivé, j'étais oui, évidemment, c'est lui, c'est bon. Et donc il existe. Et blague à part, c'était quand même pénible pour lui. Et effectivement, il a attendu tellement longtemps son passeport. Et en début de semaine, c'est arrivé. Il a reçu son passeport à Croix-Blanche. Visiblement, il parle un peu français. J'avais pas vu sur les réseaux sociaux. Il a fait une vidéo où il parle un peu français. Je lui ai parlé en anglais et il parle allemand avec sa femme. Donc, parce qu'il faut quand même parler un peu les langues nationales apparemment pour obtenir son passeport. Il parle allemand avec sa femme qui est zurichoise. Il a eu une petite fille depuis qu'il est arrivé à Genève, donc il a eu le temps de pouponner. Donc, au moins, il y a eu ce côté positif, on va dire, pour lui d'avoir plus de temps pour sa famille. Début de saison avec Genève le 6 janvier pour Jason Akesson. C'est vrai que sans blessure, c'est quand même sacrément particulier. Il m'a dit enfin c'est terminé, maintenant je peux un peu me concentrer sur mon jeu. Bon, il savait en venant aussi. Oui, il savait, mais rappelons-nous quand même qu'à la base ils ont dit courant septembre il sera là. Oui, d'accord. C'est l'administration suisse. Je pense que c'est même pas genevoise. Non, apparemment c'est du côté fédéral que ça traîne. Non, que ça prend son temps. Ouais. Et alors ça, on va jamais
comment dire, jamais être les avocats des passe-droits pour les sportifs qui demandent des passeports, parce qu'en gros, entre des gens qui font des requêtes pour plein d'autres choses que jouer au hockey sur glace en tant que joueur suisse et donc être bien payé pour jouer au hockey, et des gens qui ont peut-être des situations personnelles qui sont plus compliquées, je pense que... Juste pour pas griller une licence, c'est quand même... Je pense que dans l'ordre des priorités, moi, ça me choque pas si l'administration fédérale dit « Ouais, mais attends, là, on a la pause de 4 heures, puis après, on verra, quoi. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me choque. Mais voilà, il est de retour, ça a fait plaisir de parler avec lui après le match hier, il était tout sourire, surtout que Genève a gagné, surtout, je sais pas si c'est un point en plus, mais c'est lui qui fait la passe décisive pour Vincent Praplan, pour le 2-1 décisif, du coup. Donc, un joli jeu en zone offensive, il a joué 7 minutes, je ne vais pas commencer à faire une grande analyse du jeu de Jason Akeson, mais par contre, c'est quand même un joueur qui a qui peut avoir un volume offensif intéressant, il l'a montré par le passé, il a que 35 ans, il ne faut pas croire qu'il est dépassé de date, donc apport intéressant pour Genève, et surtout, Genève avait un 13e attaquant, qui était un attaquant qui n'était pas un junior. Ou Dave Souter, des fois, qui a fait ailier. Dave Souter, il a fait ailier, mais sur une ligne. Il a même été en 3e ligne. Et là, actuellement, tu te retrouves avec un attaquant, 13e attaquant. Et ça, c'est quand même un luxe que Genève n'a pas eu depuis très très longtemps, voire a peut-être jamais eu cette saison. Je voulais aussi revenir parce que je suppose quand même que dans ces 4 victoires consécutives, et même si on reprend depuis le mois de décembre, il y en a plus que ça, hein, le Genève va bien. Il y a des chances qu'on puisse quand même féliciter Stéphane Charlin. Très probablement que c'est une des raisons aussi. C'est peut-être pas le Charlin de Langnau, parce que tu le disais aussi avant, Langnau avait un système de jeu qui était... Et parce qu'ils étaient moins talentueux que Genève, ils se permettaient peut-être pas de faire des rushs... Genève peut, avec Ruta, avec Sarrière-Hervé, avec Le Coultre, etc., se permettre quand même un peu plus de dire Stéphane, t'es derrière, puis tu nous règles les affaires courantes. Et un Charlin qui retrouve sa forme de 2020, qu'est-ce qu'on va dire, 24-25, c'est un Charlin qui fait peur. Oui, c'est un Charlin qui fait peur. Alors après, pour avoir un point de comparaison entre ce qu'a fait Charlin à Langnau et ce qu'il fait actuellement, je trouve intéressant de regarder les buts sauvés par rapport à la moyenne. Et Charlin sauve 3 buts par rapport à un gardien moyen de National League depuis le début de saison. Ça veut dire que quand même c'est positif, c'est tout à fait OK. Attention. Ouais, et il est à 91,29%. Les statistiques viennent de Analyze Data. Toujours, j'ai l'onglet ouvert, donc j'en profite. Il faudrait regarder sur on va dire à partir du mois de décembre. Ce serait intéressant de voir où il n'y a pas trop de tôle, parce que... absolument, mais 3,06 buts sauvés en dessus de la moyenne. L'année passée, il était à 37,92 avec Langnau. C'est-à-dire qu'il a sauvé près de 40 buts à son équipe par rapport à un gardien qu'on va qualifier de moyen, ce qui n'a absolument aucun sens comme chiffre. C'est absurde. Pour un championnat de la valeur de la National League, d'avoir 38 buts sauvés, je suis encore sous le choc de cette stat. Il y avait juste Sateri qui arrivait à être à peu près à moins 20 de lui, quelque chose comme ça. La saison dernière de Charlin, c'est une saison pour l'histoire, et vraiment, vraiment sans exagérer. Il était à 94,6% d'arrêt à Langnau. C'est une saison longue où il jouait beaucoup de matchs. Il jouait beaucoup de matchs, il a 46 matchs. Enfin bref. Donc oui, là, le Charlin de maintenant redevient dominant et permet de gagner des matchs, permet de tenir son équipe dans le match quand c'est compliqué. Juste après le 2-1, il y a Valentin Offer qui a eu son 2e breakaway du match. Il a de nouveau échoué. Il y a Maillet qui a été une fois seul face à lui, ce qui m'a permis de pouvoir faire 2-3 jeux de mots. Merci à lui de s'être illustré un petit peu. Et donc voilà, c'était un match globalement solide. C'est une équipe de Genève qui semble actuellement bien en place. Mais moi, je suis obligé d'être sur les pattes arrière les concernant, parce que jusqu'à présent, ils m'ont pas donné suffisamment confiance pour me dire OK, prochain match, Lugano à domicile, on parie sur Genève. Ouais. Je suis pas prêt à le faire. Ouais, pareil, j'ai l'impression. Mais ils nous donnent tort à chaque fois. Donc à un moment, il faudra quoi ? Il faudra une victoire en quart de finale assez nette pour qu'on se dise quand même, on va ce coup-ci dire c'est bon, c'est Genève, pour y croire, quoi. Ouais, ou une séance collective de méditation où on se convainc tous mutuellement que Genève est peut-être en train de devenir une bonne équipe, on ne sait pas. Parce que rappelons-nous quand même qu'avant la saison,
Moi, je les vois 3e, sauf erreur dans Zug et le Zurich devant eux. Hein. Exactement. Donc, c'est pas comme si on pensait que Genève allait être nul, mais il y a eu tellement de choses qui nous ont fait être down sur cette équipe que maintenant, il va falloir encore un petit peu de temps pour gagner la confiance. Et je serais pas surpris que dans les gradins d'Everness soit aussi encore un petit peu ça. Genre, ok, cool, on a gagné, très bien, ça fait 4 de suite. Maintenant, là, la tendance est bonne, mais ouais, attention la prochaine quand même. Mais finalement, un peu comme Lugano, parce que de commencer si mal, pour récupérer le potentiel qu'on voyait en début, là aussi, on est circonspect. On se dit, sûr que c'est bon. Pas tout d'un coup. On peut pas gommer qu'il y a eu des 11-0, des 8-0. Une fois un match contre Ambry à un tiers où c'était lamentable. Et c'était quand même... Il n'y avait pas que Ville-et-Peltonen tout le temps. Hein, mais sous Ville-et-Peltonen, on a quand même connu des périodes où ils nous rassuraient pas. Parce que, et c'est drôle parce qu'ils sont mieux classés que Zurich. Mais Zurich, on a ce côté, sans doute parce qu'il y a ce double titre. On se dit, ouais. C'est un peu cette question qu'on nous avait posée. Mouillez-vous, vous voyez qui? Puis après, la personne nous avait dit, moi aussi, finalement, après vous avoir entendu, finalement, vous n'êtes pas mouillé, mais malheureusement, moi aussi, je vois Zurich encore gros, quoi. C'est un peu ça. Ouais, puis se mouiller pour dire n'importe quoi derrière et dire, je pense que cette année, c'est Cloton. Ouais. On va faire gaffe. Par contre, trend positif concernant Genève sur les 10 derniers matchs, c'est 2,73 expected goal par 60 minutes de glace à 5 contre 5. C'est une progression assez forte par rapport à la moyenne de l'année. Donc offensivement, il commence à y avoir un petit peu plus de jeu côté Genève Servette. Défensivement, il y a un tout petit peu plus aussi, mais l'écart est vraiment en faveur de Genève. Donc ça, c'est aussi une petite tendance que je trouve intéressante à observer. On passe à Bienne, qui a fait un début de saison, enfin plutôt un début d'année, relativement intéressant avec 2 victoires. Une victoire contre Lugano, une victoire contre Davos hier soir, après les tirs au but. Mais au milieu de ça, c'est ça qui est un peu frustrant, c'est qu'au milieu de ça, et quand on regarde le classement, on se dit, mais il y a cette défaite à Langnau où tu prends une bête tôle, quoi, un 4-0, et tu te retrouves, au final, 11e, en n'étant pas, pour l'instant, pas en play-in. Alors, ok, Berne a 47 points, donc t'es à 1 point. T'as Cloton qui est sur tes talons avec le même nombre de points que toi. Mais t'as ces Langnau Tigers qui sont avec 51 points, puis qui ont un matelas de 5 points avec le même nombre de matchs. C'est un petit peu chiant, quoi. Ouais, c'est embêtant parce que si tu réfléchis, c'est bien joli de gagner contre Lugano le vendredi. Le lendemain, tu perds à Langnau, puis finalement tu fais certes 3 points, mais Langnau fait aussi 3 points sur ces matchs-là, tandis que si tu perds contre Lugano à la maison, alors c'est pas comme ça que ça se passe, je suis bien d'accord, je suis bien conscient que les Biennois en battant Lugano, ils se sont pas dit mince, on a battu Lugano donc on va perdre demain à Langnau, je suis pas naïf, mais dans les faits, si tu dois gagner un des 2 matchs, c'est pas Lugano, quoi. Le match à 6 points, c'était vraiment ça, quoi. C'est le match à 6 points, en fait tu gagnes un match à 3 puis tu perds un à 6, puis du coup c'est un petit peu embêtant. Derrière, belle preuve d'orgueil des Davosiens, face aux Davosiens, justement, mené très tôt 1-0. Derrière, c'est compliqué, il y a des powerplay, ils marquent pas. Puis finalement, il y a Offert, qui est quand même sacrément précieux, un 12e but de l'année, qui est capable d'égaliser. Je trouve que derrière, c'est mieux. Il y a 2-1, 3-1. Avec des étrangers qui marquent aussi, ouais, parce que pour eux... Égalisation de Zadina à 3 secondes de la fin, tu dis c'est reparti, ça fait repenser au pré-match de la saison à Zurich où tout est parfait, tu vas aller gagner ton ouverture de saison puis tu te fais égaliser à 1 seconde de la fin, il y a 3. C'est pas au buzzer, mais en hockey par rapport contrairement au basket, il se passe plus grand chose en 3 secondes. Mais derrière, Bien s'en est sorti avec un Luis Janet qui a été titularisé, qui gagne son duel, on va dire, de tir au but face à Sandro Eschliman avec 2 capitulations sur 5, tandis que Eschliman a encaissé 3 fois. Les 3 derniers, Silvergard, Rayala, Offert, bim. 2 points, ça fait 5 sur les 3 matchs-là. Sachant que tu joues et Lugano et Davos, 2 grosses équipes, c'est pas si mal, mais cette tache noire au milieu, elle est quand même embêtante. Ouais, mais c'est ça qui est aussi intéressant pour nous je vais pas dire à décortiquer, mais à analyser de manière un peu froide, de dire ces 6 points, t'enlèves 3 points bêtement à Langnau puis tu les donnes à Bienne.
Ne serait-ce que ça, hein. C'est pour ça que c'est vraiment un match à 6 points, parce qu'il serait devant, vu qu'il y a 5 points d'écart. Ce serait 49-48. Ouais. Et ça change pas forcément tout, parce qu'il reste encore une bonne pellée de matchs à jouer, mais on aurait un Bienne qui serait 9e. Voilà, et un discours aussi sans doute différent de dire, ah ben voilà, ils se sont bien repris. Là, c'est un peu quand même le jeu des montagnes russes. Du côté de Bienne, on a quand même, alors par contre, pas mal de signatures ou d'annonces de joueurs. Attends, je te propose qu'on parle juste encore de la situation 2 minutes, si ça te dérange pas. Ouais, vas-y. Parce qu'il y a encore d'autres. Moi, ce qui m'inquiète le plus concernant Bienne, c'est l'incapacité à faire quelque chose à l'extérieur. Et Bienne est la pire équipe de la Ligue à l'extérieur, avec 11 points actuellement. Sur les 18 matchs, sur les 54 possibles, 11 points. À domicile, Bienne est la 7e équipe. Donc Bienne est tout à fait une équipe respectable à domicile, mais à l'extérieur, c'est une catastrophe avec 11 points. Titre de comparaison, Davos a 19 matchs, 32 points. Donc tu perds 21 points à domicile, à l'extérieur sur Davos. Tes concurrents directs, Langnau on a 19, ça fait 8 points d'écart. Ambry on a 6 de plus. Berne on a 10 de plus. Donc à l'extérieur, c'est vraiment une catastrophe. Bienne, par contre, a un calendrier qui est assez intéressant, justement. 5 des 8 prochains matchs sont à la maison. Ils ont un match de plus à la maison qu'à l'extérieur, et à l'extérieur, ils vont à Ajoie, dès vendredi. Oui. Donc il y a ce match-là. Puis après, c'est 5 sur 7 à la maison, avec réception de Berne, d'Ambry, de Rapperswil, d'Ajoie. Donc c'est des matchs à la maison. Gérables, quand même. Et les déplacements, c'est à Fribourg et à Lausanne. Et le dernier match, c'est à Zurich. Mais ce Berne, Ambry, Rapperswil, Ajoie, il joue 2 fois Ajoie sur les matchs avant la pause. Bienne a tout en main pour s'en sortir et pour commencer à regarder vers une place en play-in, on va dire, assurée sur les matchs qui viennent. Et je trouve hyper intéressant, et ça va être chouette de suivre à quel point Bienne est capable justement de franchir ce cap et de profiter de ces matchs à domicile. Mais c'est la constance. C'était un petit peu ça qu'on reprochait à Bienne. Est-ce qu'on mettait en avant, on va dire par expérience sur les années précédentes, où des fois il y avait ces bonnes séquences. Je me rappelle une fois, c'était 9 victoires de suite ou 9 matchs où ça allait bien. Et puis il y avait des fois un petit trou en novembre, mais comme tu avais mis ces points au chaud, tu pouvais après te permettre de faire un peu victoire-défaite. On l'a souvent mentionné. Et ce que je voulais dire aussi, c'était du côté de Bienne, en fait, ils nous sortent des noms. On a parlé de Spooner à Lausanne. Là, du côté de Bienne, on a 3 noms qui seront des nouveaux joueurs pour la saison prochaine. C'est un nouveau gardien. Tu parlais de Janet. Quand on a vu que c'était Janet puis que Setteri était numéro 2, en fait, on s'est dit ouf, parce que Janet nous a pas forcément convaincus cette année, parce que c'est pas évident pour les épaules de Janet de devoir gérer une équipe qui justement est inconstante et où on va demander beaucoup aux gardiens. Ouais. On va dire écoute, viens nous sauver, et d'encaisser ce but à 3 secondes de la fin, tu te dis ouf, peut-être ça peut tourner en prolongation. Alors Fora a ramassé un 2+2, ce qui fait que Bienne aurait peut-être pu gagner et profiter mieux de ça. Bref, Victor Östlund, gardien de la Chaux-de-Fonds, qui va aller à Bienne, qui va retenter un peu sa chance en National League, puisque on se souvient qu'il avait joué à Lausanne. À Lausanne, mais à Ajoie et à Ambry aussi. Voilà. Et on a Eschbach, que Ajoie avait eu pour le barrage, où on s'est dit pas mal. Et puis, est-ce qu'un club va tenter? Non, il était reparti à Bâle. Et finalement, ancien junior de Langnau, et finalement, il a signé à Bienne. Il essaiera de se faire sa place. C'est intéressant, Eschbach, défenseur, qui a quand même un joli gabarit, 1m83-87 kg selon sa page. Elite Prospect. C'est un ancien joueur des Huskies de Schallenberg. Et je trouvais que c'était important de parler une fois dans ce podcast des Huskies de Schallenberg. Ça, c'est un de tes clubs préférés avec les autres. Les Flinflons Bombers. Et ouais, c'est un joueur qui a tenté sa chance à Langnau, qui a eu quelques apparitions à Langnau. Il a une saison à plus de 20 matchs quand même, quand il était encore junior élite, U20. Il finit la saison du côté d'Ajoie, comme tu l'as dit, avec il joue 5 matchs en fin de saison. Il avait été plutôt pas mal, j'avais trouvé. Il avait des bonnes minutes de jeu. C'est un défenseur offensif.
Et est-ce que Ajoa s'est dit, ouais, mais nous, on a déjà Berthoud, on va pas faire collection des jeunes ou plus ou moins jeunes suisses. On préfère donner plus de responsabilités à un Berthoud, de continuer à le développer. Les deux, et peut-être que l'agent aussi, il se dit, est-ce que vraiment à Ajoa, j'ai une place à aller? Est-ce que Bienne sera peut-être pas mieux pour mon développement? En tout cas, une jolie signature, une signature intéressante, je trouve. Et puis la troisième signature, alors là, qui est nettement plus ronflante, entre guillemets, c'est Dominique Zwerger. C'est drôle, on en avait parlé. Je crois que je dis tiens, si Zwerger il allait, un petit coup de fil à offert, et puis la connexion en fait on va dire plutôt joueur autrichien ou à licence ou avec des liens avec l'Autriche qui sont à Berne, Peter Schneider, etc. Le fort Albion, quoi. Ouais, Herburger, il y en avait eu plusieurs. Et puis on se dit, pourquoi pas celui-ci? Et puis quelqu'un nous avait écrit, je crois qu'en équipe d'Autriche, justement, Offer et Zwerger, je suis pas sûr que ce soit le grand amour. Il me semble que j'ai lu quelque chose. Finalement, Zwerger qui signe, c'est un peu une grosse signature pour Bienne. On verra ce que ça donne. Moi, je pense que c'est pas mal. C'est un changement de scénario pour Zwerger aussi, qui à Ambry était pas si mal que ça ces temps en plus. Un peu en dents de scie, Zwerger. Moi, le seul truc qui me surprend, c'est ce contrat jusqu'en 2030. Ils le font signer 4 ans. C'est long. Je trouve que c'est beaucoup d'années. Alors, Zwerger aura 30 ans au début de son contrat. Il les fêtera en juillet l'année prochaine. Ouais. Il est tout à fait dans un âge où c'est pas anormal de le faire signer un contrat de 4 ans. Maintenant, on parle quand même d'un joueur qui est assez inconstant, qui a eu des saisons qui étaient assez solides, à plus de 40 points. Il y avait Kubalik une saison d'ailleurs où il était... Et on est aussi passé à une saison où l'année d'avant, l'année passée, disons, il est à 14 points en 50 matchs. Vraiment, vraiment pas dominant. Il a eu des problèmes de santé, il a eu pas mal de soucis durant sa carrière. Et en même temps, Bienne s'est aussi retrouvé sur le marché avec une sécheresse, on va dire ça comme ça, assez importante. Et donc, si l'agent vient vers toi puis il sait que t'es un petit peu en galère pour trouver des joueurs, il te rajoute volontiers une année de plus. Ou tu dois signer quelque chose, en fait. Tu dois signer quelqu'un. Donc, même si je pense que Steinager n'est pas le genre à paniquer sur le marché, mais si tu veux un joueur d'impact, peut-être qu'ils diront désolé, mais en dessous de 4, nous on signe pas chez vous. On préfère aller prendre peut-être même 3 ailleurs. Mais si on vient à Bienne, on met 4 et on veut la 4e année. Je peux imaginer que dans la négociation, ça a dû jouer. C'est une belle signature quand même. Il fait une belle saison à Ambry. Il a 13 buts cette saison. Il a 24 points. Il est en train de redevenir le joueur qu'on a connu par le passé. Ouais. Donc, moi, je parie pas contre Martin Steinager au moment où il fait des coups, entre guillemets. Et on en parlait sur le plateau des Pécalistes avec Yannick Neubuller qui disait qu'il a eu 2-3 contacts avec le moment où il voulait le faire, où il voulait signer à Ambry, puis ils ont discuté de ça. Donc, j'imagine que les connexions, elles sont pas qu'avec Fabio Offer, mais d'envoyer des gens à Ambry, t'engages des Levantins, après ils font venir les joueurs d'Ambry, c'est peut-être une piste à suivre. Mais c'est quand même assez significatif aussi du marché, avec ces contrats à très long terme. Et Zwerger, 4 ans, c'est long par rapport à l'âge qu'il a et par rapport à son statut. Mais typiquement, Eschbach, c'est de la Swiss League. Östun, c'est de la Swiss League avec une expérience National League. On en est réduit à ça aussi maintenant. Et finalement, Rexeger qui signe à Lausanne, il n'y a pas que Bienne qui doit aller faire ses emplettes à l'étage inférieur pour combler des trous dans ton roster, des joueurs qui seront peut-être intéressants, qui t'amènent cette profondeur, plutôt que de devoir aller mettre des juniors des fois. Je trouve que c'est assez symptomatique finalement de la National League et de la géographie avec ses contrats long terme ou très long terme. En tout cas, ça va être intéressant de voir comment il va s'acclimater au Ceyland, mais en général, justement, Fabio Offer, ça s'était vraiment bien passé. Il a débarqué d'Ambry, il a pris le même train que va prendre Zwerger l'année prochaine. Donc, je pense que l'Autrichien qui débarque d'Ambry, c'est un bon trend là-bas. Et on termine par le HC Ajoie qui s'est incliné mardi soir à la maison contre Zurich. Après un tiers-temps, on se dit ouh là, ça peut être une très 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 longue soirée du côté de Porrentruy 0-4. Derrière, ils sont revenus à 4-3 et il y a eu le 5-3 en toute fin de match. Mais c'est une semaine que même s'il n'y a qu'un point au compteur finalement avec match contre Berne à la maison, perdu 4-3.
défaite 2-1 après prolongation à Rapperswil et cette défaite contre Zurich. C'est 3 matchs où Ajoie est dans le match, finalement, et tient tête à des équipes. Bon, les expected contre Zurich. Alors, compliqué, on est bien d'accord. Mais ils sont dans le match, je trouve. Et ça, c'est quand même assez, positif concernant le HC Ajoie. Et surtout, vu les circonstances aussi, parce que quand tu perds ton meilleur attaquant, parce que Jericho Turkulainen, c'est le quotidien jurassien lundi qui annonce 2 mois de blessure pour Turkulainen, ce qui nous amène à la fin des Jeux Olympiques, donc qui nous amène dans le rush final pour se classer, on va dire, mais Ajoie, c'est pas une thématique, mais du coup, il aura quelques matchs pour se mettre en jambes avant les play-out. Surtout, ce qui est intéressant pour Ajoie, je trouve, c'est de commencer à se dire c'est contre qui ce play-out, parce que tu commences à voir que les équipes de devant, il y a une séparation qui se fait, la 13e place me semble inaccessible actuellement, et Ambry commence à être la cible, on va dire comme ça, pour le HCA. Et est-ce que c'est pas une très bonne nouvelle, ça? Ambry, d'ailleurs, ça permet de dire que Lars Weibel, on a appris on savait qu'il allait très vraisemblablement quitter la fédération après son mandat un peu avec Patrick Fischer. Il y avait un côté, on les associe très volontiers, et il va reprendre le poste de directeur sportif que Paolo Duca avait quitté avec grand fracas quand on a fait cet épisode où on parlait du grande cinéma qu'il y avait à Ambry, quand Chereda est parti, ce qui fait que maintenant on commence à avoir des rumeurs. Est-ce que Duca pourrait reprendre ce poste de Lars Weibel à la fédération? Tout le monde parle de ça et moi j'arrive pas à le voir. Chereda M20 et tout. J'arrive pas à voir Duca dans un rôle de type à costard qui doit serrer des mains et faire des jambes avec tout le monde. J'ai l'impression qu'en fait, au bout de 2 jours, il a tellement un style, alors on reviendra sur un joueur après, mais il a tellement un style entier qui marche pas, qui pour moi ne fonctionnerait pas. Qu'il est trop entier finalement pour faire des ronds de jambes. Il n'est pas assez politicien, je pense. Il n'est pas assez politicien pour un tel poste. C'est rien contre ses capacités, je pense au contraire qu'il en a de très grandes. Et si un club cherche un directeur sportif à un moment ou à un autre, il y a largement pire que Paolo Duca sur le marché actuellement. Par contre, pour ce rôle de directeur d'équipe nationale, c'est un rôle de politicien, vraiment. Et je vois pas ça comme ça. Mais bref, ça, c'est pas la question. Absolument. Ambry qui pourrait être la victime désignée, ou en tout cas l'adversaire, mais ils ont quand même gagné 4-0. Enfin, ils se laissent pas totalement décrocher. Il y a quand même des choses positives du côté d'Ambry. Et honnêtement, c'est un club qui est quand même construit. Il y a du talent, il y a plus de talent qu'à Ajoie, c'est évident. La question est toujours de se dire quel est le club qui va avoir ce coup de massue, surtout si c'est tout d'un coup tu cravaches jusqu'à la 50, 51e, 52e journée, et puis non, ça passe pas, et tu te retrouves 13e. Ajoie, lui, sait qu'il sera là-dedans. Donc, on avait vu aussi que contre Lugano, à un moment, c'était pas passé si loin que ça, parce que tu avais une équipe qui était démoralisée, puis qu'il a fallu du temps pour se dire non, attends, on va pas déconner, on est quand même plus fort. Donc, ça va être aussi chaud. Et je pourrais imaginer, moi, Cloton me semble un peu Cloton-Ambry, je dirais. Ouais, alors, le scénario idéal pour Ajoie, c'est que Cloton, au dernier moment, passe sous la barre en ayant espéré la 10e place jusqu'au dernier moment, et tu te retrouves à avoir une sorte d'ascenseur émotionnel totalement vers le bas, du coup. Et premier match à la maison, puis ils vont se faire éteindre par Ajoie. Complètement. C'est totalement possible. Ambry, le fait qu'il y aura plus d'impact du public qui va, mais qui peut être aussi négatif du côté d'Ambry, en disant non mais vous foutez de nous à être nuls comme ça. Ils peuvent les huer plus facilement qu'à Cloton. Mais j'arrive quand même pas à me dire que Ajoie va réussir à passer, même si tout est mieux. Vraiment, on le dit, des défaites qui sont pas si atroces que ça. Ils se prennent pas des tôles, mais ça passe quand même pas. Alors, j'aime bien. On voit qu'il y a Sopa, on voit qu'il y a Cormier, on voit qu'il y a J'allais y venir. Kien Sopa qui maintenant joue première ligne. Il a 15 points déjà depuis le début de saison. Je pense qu'il fait doucement, mais sûrement. On attendait peut-être ça de lui avant. Exactement. Mais là, il a 25 ans. Il a ses 15 points déjà depuis le début de saison. Ça, c'est quand même une assez bonne nouvelle. Motet, mine de rien, 7 buts, 7 passes. Il a 14 points. On en attendait sûrement un petit peu plus. Oui. Mais
là aussi, les choses se mettent gentiment en place. Au rayon des bonnes nouvelles, il y a le retour de Thomas Thierry, qui a marqué son premier but de la saison pour son 3e match contre Zurich. Alors, on l'attend pas buteur, c'est pas son rôle, mais le fait qu'il joue, c'est déjà une super chose pour le HC Ajoie. Et accessoirement, le HC Ajoie qui va soutenir peut-être plus l'équipe de France que l'équipe de Suisse lors des prochains Jeux Olympiques, vu que le match d'ouverture de ces JO, ce sera Suisse-France, avec dans les rangs français Kevin Boson, Thomas Thierry et Pierre-Edouard Bellemare. Tim Boson. Ah non, pas Tim Boson. Ouais, alors ça, c'est encore différent. Mais donc ça fait 3 joueurs du HCA qui vont jouer aux Jeux Olympiques. Tous les clubs peuvent pas en dire autant, j'ai l'impression, en National League. C'est pas avec l'équipe de Suisse, certes, mais c'est quand même à signaler. Thierry qui a joué 12 minutes, qui a joué près de 2 minutes en box-play pour son 3e match. Là, justement, il est revenu en début d'année après une longue blessure. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle pour Ajoie. Et qu'est-ce qu'on a au rayon des autres bonnes nouvelles pour Ajoie? C'est difficile parce que sans Turkulainen, là, est-ce que Julien Vauclair est sur le marché? Par contre, tout d'un coup, on a appris, qu'il y avait 2 nouveaux visages au HC Ajoie. Tu dis, et puis en fait, non, c'est un membre du conseil d'administration. Ouais, je rigolais hier en disant qu'entre les membres du conseil d'administration et les gardiens, ça fait 11 personnes du côté d'Ajoie. Ça m'a fait sourire. Tchatcho, Kons, Patnaud, Keller, ça fait déjà 4 plus 7. Exactement. C'est vrai que ça fait beaucoup. Et puis un nouveau dans le département du scouting, exactement. Est-ce que c'est vraiment là Oui, moi je pense que oui. Alors après, je parle pas du tout des compétences de la personne en question. Yannick Rebeté, il était ancien arbitre et ancien agent. Je sais pas s'il est ancien et tout. Ça, j'ai pas la réponse à cette question, mais je sais pas du tout concernant son cas à lui. Mais par contre, oui, je pense que c'est là où Ajoie peut faire la différence. C'est en ayant un département de scouting fort. C'est dans la capacité à aller chercher des joueurs peut-être qui ont un potentiel inexploité ailleurs, qui ont un Jonas Bertou. C'est là où Ajoie a tout à gagner à être bon dans le scouting, dans la détection de talent, peut-être de jeunes joueurs aussi ailleurs qui peuvent venir jouer dans les juniors du HCA. Donc oui, moi je trouve que c'est une bonne chose de renforcer l'organigramme du HCA Ajoie. Je ne parle pas du conseil d'administration, ça j'ironise, mais je pense qu'effectivement plus tu as de personnes compétentes qui peuvent amener des idées et de l'argent peut-être aussi. Et de l'argent, mieux c'est pour un club. Donc ça, je suis pas habilité à parler de la personne qui a été engagée au conseil d'administration, mais oui, le professionnalisme passe à tous les étages et d'avoir peut-être un département de scouting un peu plus fort permettra peut-être à Julien Vauclair de faire encore un ou deux coups de plus, d'avoir peut-être plus de renseignements avant d'engager les joueurs sur les profils, sur plein de choses. Donc je vois ça aussi d'un bon œil du côté du HCA. Mais tu sais que je me disais, pour un Kien Sopa, tu vas pouvoir me dire sans doute quelle est l'échéance de son contrat. Mais 2027. Ok, alors ça c'est bien parce que justement ce qui aurait pu se passer avec lui, c'est qu'un club plus huppé disait tiens, on va aller chercher Kien Sopa et nous faire une Dario Rohrbach, admettons. Typiquement, Langnau, Sopa, je crois qu'il était bernois d'origine, si je dis pas de bêtises. Je crois que t'as raison. Ouais. Ce qui fait que... Je crois que t'as tort. Quoi? Il est de Flaville. Ah non, c'est Saint-Gall, ça. Ok. Mais Sopa, il n'a pas joué à Berne comme... Oui. Voilà. C'est pour ça que je l'associe à Berne. Tout à fait. Junior bernois. Et puis tout d'un coup, tu te dis, je retourne surtout dans un club comme Langnau, par exemple. Mais il est passé par Rapperswil, par Berne, par Zurich au niveau junior. Et même par Davos. Donc c'est un peu un junior. Ah ouais, alors. C'est un junior du monde. Ouais. Il a fait des séjours linguistiques dans les Grisons, à Rapperswil. Il a tous les dialectes. Mais à part ça, c'est pour dire que tant mieux pour Ajoie d'avoir aussi un joueur qui potentiellement peut exploser. Vraiment, je fais les guillemets, où tu le perds pas tout de suite. Où tu peux profiter de son explosion parce que tu lui as donné un contrat un peu plus intéressant et que tu risques pas de le perdre. Donc, en parlant... Je voulais juste terminer là-dessus. Justement, quand on parle des pas dans la bonne direction, puis on dit vous êtes quand même un petit peu magnanime avec cette équipe de HCA, je peux l'entendre. Je veux quand même juste donner une statistique. L'année passée, le meilleur compteur suisse du HCA, c'est Marco Pedretti, avec 12 points en 50 matchs. Cette année, on a déjà parlé de Kien Sopa, qu'on a 15 en 37 matchs. On a Kylian Motet, qu'on a déjà 14. Et on a Jonas Bertou, qui est maintenant à 11. Donc il y aura peut-être... Et encore Jérémy Milik, j'avais dit, qui a 11 également. Ouais. Donc il y aura peut-être 4 joueurs du HCA qui vont être mieux
en termes de points sur la saison que le meilleur l'année dernière. Et encore Louis Robin qui est déjà à 8, dont 5 buts. Donc oui, les pas, ils sont là. Il y a un peu plus de talent qui est capable de marquer des buts dans cette National League du côté d'Ajoa actuellement. Mais Turkulainen était blessé en début de saison. Il fallait bien qu'il y en ait qui prennent un peu le lead aussi. Mais Turkulainen, tu me dirais, il avait été blessé la saison passée. Donc, j'osais pas le dire. Ouais, tout à fait. On peut finir cet épisode aussi juste par on a parlé de Lars Weibel à Ambry. Et puis, il restait 2 transferts. On aurait pu en parler, notamment du premier, de l'annonce de Michael Ugly, qui avait encore 2 ans de contrat avec Lausanne. Une année après celle-là. Voilà, une année après celle-là. Et qui va rejoindre Cloton au terme de cette saison. Donc, au mois de cet été, il sera à Cloton. Et Lausanne a fait un petit buy-out, on va dire, pour parler bien français. C'était le dernier fil qui reliait le reliquat. Qui reliait le Lausanne HC à Peter Svoboda. C'est la fin d'une ère. Donc, je pense qu'il faut juste apprécier la fin de cette ère encore pendant quelques semaines jusqu'au départ de Michael Ugly, le dernier des Mohicans d'une ère révolue. Ugly, ce qui est terrible, parce qu'au moment où... Non, je sais ce qu'on dit au moment où il le signe. Qui était la concurrence pour un tel contrat à Michael Ugly? C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'années. On va pas revenir sur Peter Svoboda. Par contre, au moment où il le signe, c'est quand même un joueur je sais qu'une fois, je t'ai dit dans un épisode, t'es le membre numéro 1 du fans club de Michael Ugly, parce que t'aimes bien ce joueur, et c'était pas bête, 14 buts en 46 matchs avec Bienne. Tu dis OK, en 21-22, c'est un joueur qui a 26-27 ans, donc il est en train d'arriver dans son prime, il a déjà 14 buts. S'il franchit une étape chez toi, il arrive à la barre des 17, 18, 19 buts. Ou même 15, t'es déjà content. Une quinzaine de buts. Le problème, c'est que la quinzaine de buts, c'est ce qu'il a marqué à Lausanne. Pas en une année, à Lausanne. C'est 1 la première année, 7 la deuxième, alors c'est pas ce qui s'est passé, 6 la troisième, puis là, il en vaut 1. Donc ça fait, il a un but de plus à Lausanne sur l'entier de son contrat actuel que lors de sa dernière saison à Bienne avec 14. Mais ça n'a pas fonctionné. C'est un contrat trop long qui était juste mal fichu. Rien contre le joueur, mais je pense que les Lausannois vont pas le regretter. Mais c'est un joueur qui a jamais triché. C'est un joueur qui a été là dans une période difficile du club, qui a passé les différents orages, puis là maintenant il va retourner. C'est quand même un joueur qui vient de Rapperswil, de la région zurichoise au début. Il repart en Suisse allemande du côté de Cloton, et peut-être que du côté de Cloton il va de nouveau avoir du succès. En tout cas, une dizaine de goals pour lui, ce serait déjà pas mal. Surtout que il est dans une situation qui était inextricable, dans le sens où il avait un contrat ridicule, absurde, qui n'avait aucun sens. Donc personne allait le dire, nous on reprend le contrat de Michael Ugly, pas de souci. Non, John Fous était vraiment pieds, poings liés. Donc chaque jour qui passait nous rapprochait de la fin de ce contrat, donc rendait finalement le buy-out possible. Il avait encore une année d'argent garanti pour un montant X, peu importe, c'est pas la question. Cloton lui donne 2 ans, donc sûrement un petit peu plus d'argent quand même sur 2 ans que ce qu'il aurait eu en une année du côté de Lausanne. Ça lui donne 2 ans après, il aura 33 à la fin de ce contrat avec Lausanne, donc il pourra encore signer. Tandis que s'il fait une année de plus à Lausanne, à être 17e attaquant et à jouer de temps en temps et à rien faire, est-ce qu'à 31 ans, donc finalement il fait aussi un petit pari sur lui, ce qui fait que je pense que Lausanne a forcément pas, c'est pas une opération blanche financière, mais je pense pas non plus que ils se sont fait enfler par Michael Ugly et son argent. Une année qui reste, ça va encore. Je pense pas non plus. Et la dernière news qui est assez intéressante, parce que c'était un joueur qui était, je pense, le dernier gros joueur, c'est Fabrice Herzog. Oui. Et finalement, il y avait assez peu de doutes, parce qu'il y a tous les clubs de National League, ou tous les supporters des clubs de National League, et notamment des Romands, disaient « Ouais, il y a Fabrice Herzog qui est là, peut-être qu'il va venir. » Puis en fait, nous, par expérience aussi, on dit « Attendez, est-ce qu'il a des enfants ?» Et Herzog, on savait tout de suite que oui, parce qu'on se souvient des championnats du monde où il y avait sa famille qui était là quand ils avaient les jours off. Il a ses enfants et il veut quoi ? Il veut les... Alors oui, il y a des écoles. Tu peux scolariser tes enfants en allemand, à Lausanne, à Genève, etc. On se souvient, Linus Omark scolarisait ses enfants en suédois même, etc. Mais c'était quand même assez couru d'avance que la région, on va dire, zurichoise, élargie,
tiens, il est à Rapperswil alors qu'il était à Zug. Si ça se trouve, il peut encore rester à vivre à Zug. Il passe le Herzl, puis il va travailler à Rapperswil. Donc, c'est logique, finalement. Et que là, le joueur se dit, Rapperswil, c'est bien pour moi. Il va peut-être pas viser un titre, mais il a déjà gagné des titres. Et puis, il pense un peu déjà à plutôt la fin de sa carrière, j'ai l'impression. Ouais, je suis assez d'accord. À 31 ans, Suisse-allemand, qui est resté toute sa carrière en Suisse allemande, qui est même allé dans les Grisons pour être le plus loin possible de la Suisse romande. Je dis pas que c'était le but en faisant ça, hein, mais ouais. Après, le seul argument que j'aurais pu voir, c'est qu'il a fait une année à Québec. Donc tu dis peut-être qu'il avait envie de revivre dans un univers francophone après avoir fait cette saison en QMJHL à Québec dans la saison 2013-2014. En fait, ça l'a vacciné. Il s'est dit, oh non, non, non. Alors non. c'est peut-être l'inverse. Mais en tout cas, ça fait un peu comme argument pour le faire venir en Suisse romande. Mais bien, voilà. C'est ça. C'était le point que j'allais dire. Est-ce qu'un club comme Bienne aurait pu être intéressé? Probablement. Est-ce que lui, justement, Bienne, c'est quand même assez loin de cette région où il a toujours un peu gravité. Zug, Zurich, même Davos, ça reste, c'est Zug, Zurich, Davos. Si tu fais un triangle, ça part dans cette direction-là, ça part vers Rapperswil. Et complètement logique comme signature. En plus, il fait pas une saison incroyable actuellement avec 3 buts, 4 passes décisives. Il a plus vraiment le même impact offensif. Je pense qu'il peut donner encore pas mal de petits services à mon avis. Puis dans un contexte plus favorable. Ouais, et il a que 31 ans, faut pas oublier. Donc des joueurs qui vont encore, c'est un joueur qui peut encore jouer 4-5 ans sans aucun souci. Surtout que physiquement, oui, c'est un joueur, on se rappelle de lui il y a très longtemps, mais maintenant c'est plus qu'un gros bourrin dans les bandes. Il y a quand même d'autres choses dans son jeu. Donc ça aurait pas été un mauvais renfort s'il avait été roman. J'aurais trouvé bien de le faire revenir en Suisse romande dans un club, peu importe lequel. Mais là, c'est vrai que comme tu dis, c'était assez clair. Et puis Berne, je crois que c'était exclu à cause de Eric Blum. Il y avait quand même cette historique. Ils n'arrivaient pas à le dire. Et lui, est-ce qu'il avait envie? De nouveau, Berne, c'est pas si proche que ça. Hein. On a bien je sais pas fait. Si c'est le club ou les fans, parce que les fans, t'attends qu'ils marquent ses 10 premiers buts de la saison, puis après on range les banderoles. Je sais pas à quoi je fais allusion, mais je pense que les fans peuvent oublier bien des choses. D'ailleurs, on peut aussi parler de Christophe Berchi, mais il y a bien bientôt prescription sur cette histoire. Toujours est-il que ces histoires de clubs exclus, il y a des Tessinois, des joueurs d'Ambry qui ont joué à Lugano et vice-versa, et ça a toujours passé au final. On est au terme de cet épisode 20 de la saison 8 de Colfax. Bougez pas. On n'a pas parlé de l'équipe de Suisse, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas la sélection. Actuellement, on a plein de petits indices, on sait exactement certaines choses, on n'en sait pas d'autres, on se réjouit tout autant que vous. Ça tombe bien, on va faire un petit épisode bonus dès qu'elle va tomber, donc c'est normal qu'elle ne soit pas là. Et d'ici la semaine prochaine, il y aura cet épisode bonus à écouter sur l'équipe de Suisse, assez rapidement j'imagine. Et on sera présent sur les patinoires ces prochains temps, j'imagine. Peut-être qu'on va se croiser. Merci aux gens qui prennent le temps de nous arrêter. Pas plus tard que ce matin dans le rayon boucherie de mon supermarché. Enfin de mon supermarché préféré. J'ai une discussion très sympa avec une dame qui nous écoute et qui te félicite et qui nous félicite pour nos podcasts. Merci aux gens qui spontanément nous arrêtent. Ça fait toujours très plaisir de discuter quelques minutes avec vous. Donc prenez soin de vous. À la semaine prochaine ou tout soudain pour l'épisode bonus équipe de Suisse. Et à bientôt. À tout bientôt.